Bon, le quart d'heure académique n'est pas tout à fait écoulé, mais on va commencer. Alors j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir à notre conférence de l'ITEM Agnès Tricoire, qui est avocate et qui va nous parler d'une question qui est au centre, au fond, de nos préoccupations de chercheurs et de citoyens, qui est la question de la censure, plus exactement les questions qui tournent autour du droit d'expression et du droit de création. Agnès Tricoire représente probablement ce qu'on fait de mieux, je crois, aujourd'hui, juridiquement, dans la pensée et la réflexion et la pratique juridique sur ces questions. On s'est rencontrés dans des conditions médiatiques, puisque au fond, on était ensemble sur un plateau de France Inter, France Culture, France Inter, ouais, sur la question de l'outrage, il y a quelques mois, je crois que c'est l'été dernier, ou tout ça. Et c'était une belle émission, et je vous avais trouvé absolument formidable. Voilà. Et j'avais appris beaucoup de choses au cours de cette émission. Moi, comme spécialiste de Flaubert, l'outrage aux bonnes mœurs et à la religion, j'ai pratiqué à travers le procès célèbre de Gustave, juste avant celui de Baudelaire, mais les choses ont changé un petit peu dans les termes de la loi, mais finalement peut-être pas tant que ça du point de vue des enjeux et des relations difficiles entre la création et le monde de la répression, le monde de la loi. Alors, cette conférence, en fait, vient saluer la sortie d'un livre que je recommande à tout le monde, que je vais faire passer dans la salle, le petit traité de la liberté de création à la découverte, qui est un livre absolument urgent à lire et qui sera une façon, après cette conférence, d'approfondir les questions qu'on va évoquer. Donc je vous passe. Alors, je ne vais pas m'étendre, parce que c'est véritablement à notre invité que toute la parole est donnée. Ça serait bien aussi qu'il y ait matière dans cette rencontre à des discussions, à des débats. Les questions sont nombreuses, et je crois que Agnès Tricoire est d'accord pour débattre s'il y a des questions que vous souhaitez approfondir plus que d'autres. Mais elle a prévu de nous présenter quelques cas, notamment dans le champ de la littérature, qui sont particulièrement significatifs des problèmes de fond posés aujourd'hui par cette situation où, tout en reconnaissant toujours la liberté d'expression, le législateur, au fond, laisse ouverte la porte à des actions de toutes sortes quant à la liberté de création. Au fond, une des questions posées, c'est la grande difficulté que les juges ont à lire, tout simplement, la littérature, c'est-à-dire à faire une différence entre la fiction et le réel. Ça se traduit quelquefois par une véritable guerre ouverte contre la création. Je crois que quelques-uns des cas présentés dans le livre et dont on va parler pour une partie d'entre eux ce soir sont très significatifs. Alors, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est surtout des littéraires. Il n'y a pas que des littéraires. La question du cinéma nous intéresse aussi, la question des arts plastiques nous intéresse aussi. Et là, il y a eu quelques affaires assez sensibles dans ce domaine récemment. Je vous passe la parole et je vous remercie d'être avec nous ce soir. Merci infiniment. Parfois dans la vie, on a des merveilleuses surprises. Pour ce qui me concerne, ça a toujours été de rencontrer les gens dont j'avais lu les livres et dont j'avais admiré l'écriture. Et ça m'est arrivé quand j'étais toute jeune je lisais Kant et Thierry de Duve. Alors pour Kant, je n'ai pas pu le rencontrer, mais j'ai rencontré Thierry de Duve, ce qui était très important.
Et vous rencontrer, cher Pierre-Marc, dans une émission a été, non pas une surprise, mais une confirmation de tout ce que j'avais pu lire de vous sur Flaubert et sur la pornographie. Et comme je vous le disais en catimini, et je vous le redis publiquement, il serait urgent que vous écriviez plus longuement sur cette question, car votre petit livre chez les Gallimard est une merveille. Voilà. Je vais faire un petit panorama assez rapide pour vous amener à comprendre la problématique des cas de romans, plus ou moins romans d'ailleurs, c'est bien la question, qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires récemment. Juste une petite parenthèse, je suis très heureuse d'être ici parce que je crois que dans ces domaines, on ne comprend rien si on reste dans sa discipline, en tout cas pour les juristes, et que le droit gagne bien évidemment à aller chercher ailleurs les sources de son inspiration et de sa compréhension des objets auxquels il a affaire. Et quand il s'agit des œuvres, bien évidemment, ce n'est pas le droit d'auteur qui nous permet correctement de régler les questions, puisque le droit d'auteur est relativiste et qu'il mélange tout, il protège le logiciel comme les œuvres littéraires, et donc ça donne assez peu d'indications sur ce que c'est qu'une œuvre. Donc voilà, l'Observatoire de la liberté de création, qui a été fondé en 2002, est fait de cette circularité des disciplines qui permettent de travailler aujourd'hui ensemble. Et j'y crois très fort. J'y crois très fort parce qu'il faut qu'on arrive à changer le monde et qu'on n'ait pas trop pour y arriver. Alors, très rapide panorama des articles de loi susceptibles d'être appliqués aux œuvres. Vous savez que l'outrage aux bonnes mœurs a été supprimé de notre beau code pénal. Il a eu une belle longévité, 1791-2004, ce qui est pas mal pour un délit. Et il a été supprimé, mais remplacé par deux articles qui sont au moins aussi répressifs et qui permettent de... alors, le premier est bizarrement invoqué contre la littérature alors que son rapport est plutôt distancié. Toute image pornographique d'un mineur est réprimée. C'est normal de lutter contre les images qui circulent, les images pédophiles, mais on a rajouté représentation au terme d'image. Et la représentation permet à certaines associations de dire que la représentation littéraire ne peut pas être pornographique. Alors je reviendrai sur ce terme de pornographique, mais c'est ennuyeux parce que la définition du Conseil d'État, c'est à peu près de façon constante maintenant le rapport sexuel non simulé, ce qui, dans un écrit littéraire, m'apparaît difficile à réaliser. Ce qui n'empêche pas un certain nombre d'associations d'extrême droite de poursuivre des ouvrages sur le fondement de cet article. Et le deuxième article qui est utilisé, ça n'est plus le mineur, donc jusqu'à 18 ans, dans l'œuvre, mais le mineur destinataire de l'œuvre. Donc vous savez que la majorité sexuelle en France est à 15 ans, mais on n'a pas le droit de voir ce que l'on a le droit de faire entre 15 et 18 ans. Voilà la façon dont est rédigé cet article 227-24. Tout message de nature pornographique, violent, ou qui porte atteinte gravement à la dignité humaine, constitue un délit, alors pour tous ceux qui le diffusent, le fabriquent, etc. Alors je vais aller assez vite je soutiens que l'œuvre n'est pas un message. Comment est-ce que je peux soutenir que l'œuvre n'est pas un message ? En tout cas, si elle contient un message, c'est affaire d'interprétation et non pas affaire d'affirmation. Pour arriver à cette conclusion un peu abrupte, j'ai tenté de chercher ailleurs que dans le droit, puisque le droit ne définit pas ce que c'est un message non plus, comment on pouvait régler cette question qui est fort délicate. Quel est le message de l'œuvre et si on arrive à se mettre d'accord, comment juger ce message. Alors je propose d'abord de distinguer très rapidement le jugement de droit et le jugement de goût. Je ne vais pas être très longue sur ces questions-là parce que vous les connaissiez mieux que moi, mais le jugement de droit se doit d'être objectif, donc se doit
d'appréhender tous les objets qui sont susceptibles de revêtir la même qualification de la même façon. Or, dans les affaires de censure, on se rend compte qu'il y a un aléa absolument gigantesque, bien évidemment, parce que la loi est rédigée de façon tellement générale que si on l'appliquait littéralement, si effectivement on interdisait tous les messages pornographiques, violents ou de nature à porter gravement à la dignité humaine, selon la façon dont on interprète les messages, il y aurait un hiatus, mais il n'y aurait plus une seule série, par exemple, policière à la télévision, ou plus aucun roman policier en libre circulation dans nos librairies, puisque tout ça est très violent. Donc, nous avons affaire à des concepts mous, des concepts d'interprétation subjective que le juge est censé appliquer objectivement à un objet subjectif qu'est l'œuvre. Donc vous voyez l'extraordinaire difficulté de la position du juriste en position de juge ou de censeur par rapport à ces objets. Le juge, dès lors qu'il interprète l'œuvre, va en donner une interprétation qui va s'imposer à tous, ce qui est évidemment une différence fondamentale avec le jugement de goût. Donc, cette seule observation devrait le conduire à une extraordinaire prudence lorsqu'il a affaire aux œuvres. Et en réalité, quand on analyse la jurisprudence, de facto, ce sont des stratégies d'évitement qu'il utilise aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne les juges français, pour ne pas avoir à se confronter à l'analyse directe de l'œuvre. Sauf quand le juge est vraiment extrêmement convaincu avec des opinions saillantes, comme ça a été le cas par exemple dans l'affaire présumée innocent, dans l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction devant le tribunal correctionnel. Là, c'est une affaire qui concerne l'art contemporain, une exposition qui a eu lieu en 2000 à Bordeaux, qui s'appelait Présumé innocent, sur le terme de l'enfance, présumée innocente. Et on a un jugement de ces magistrats instructeurs qui est une analyse apparemment littérale des œuvres, mais comment analyser littéralement et rendre compte littéralement de ce que sont des œuvres d'art plastique. Analyse tellement littérale que, par exemple, un texte de Christian Boltanski qui concerne des photos qu'il a faites d'enfants au sujet, vous savez, Christian Boltanski travaille en série, donc il a une série de portraits qui s'appelle Les enfants de Berlin. Et au sujet de ce texte, Boltanski dit dans le catalogue de l'exposition « Je les ai photographiés comme si je les fusillais ». Ce qui est évidemment pas vrai. Il les a pas fusillés. Eh bien, dans le corps du jugement qui renvoie devant le tribunal correctionnel, ce passage est considéré comme de la violence à enfant. Vous voyez dans quel guêpier on est, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de distance critique. Alors les juges tombent dans ce panneau, mais il n'y a pas que les juges, il y a aussi... je vais rappeler que les juges ont été amenés à examiner l'affaire sous la pression d'associations qui avaient levé le... Absolument. Oui. Alors, ils ont fait droit à une plainte d'une association qui s'appelle La Mouette. Et alors les associations qui défendent l'enfance se disent donc maintenant aujourd'hui capables d'être aussi des critiques littéraires, des critiques d'art contemporain et donc de porter le fer devant les tribunaux. Et nos gouvernements successifs, depuis ce dépôt de plainte qui date de 2000, ont ouvert beaucoup plus grande la voie des associations pour pouvoir se constituer partie civile, déclencher l'action publique en lieu et place du procureur de la République si jamais il dormait, et leur donne donc un pouvoir tout à fait extraordinaire, alors qu'ils n'ont strictement aucune compétence autre que de lutter, ce qui est tout à fait honorable par ailleurs, évidemment, de défendre l'enfance maltraitée. J'ai écrit au ministère de la Justice pour savoir quelles étaient les associations agréées qui ont la capacité d'agir en justice, et on ne m'a jamais répondu. En plus, c'est une liste secrète, ce qui est totalement absurde, quoi. Bon, maintenant que vous êtes convaincus qu'il y a une différence, mais vous le saviez déjà, entre le jugement de droit et le jugement de goût, je voudrais vous donner deux exemples de ce que ça a pu donner, ces deux articles, dans deux affaires, une qui concerne Houellebecq et une qui concerne Skorecki, donc des affaires récentes. À l'origine, une autre association, celle-ci, déclarée d'extrême droite, qui s'appelle Promouvoir, qui est basée à Carpentras et qui agit
à plein d'endroits différents, c'est-à-dire qu'elle agit devant le tribunal correctionnel contre les livres, les films, etc. Elle agit aussi devant le Conseil d'État pour demander un durcissement de la classification des films quand elle considère que les films contiennent des scènes qui ne sont pas pour enfants. Elle demande au ministre de l'Intérieur, qui, comme vous le savez, a de grandes compétences en matière de littérature, des interdictions de livres pour protéger notre jeunesse. Donc elle est hyper active, cette association. Elle agit donc contre Plateforme de Houellebecq en expliquant que c'est un livre pornographique, et contre Skorecki un an plus tard. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est les arguments utilisés par le juge correctionnel de Carpentras. Dans un des deux cas, il va relaxer, dans l'autre, il condamne. Mais en tout cas, il a un rapport compliqué avec ce fameux article 227-24. Il va dire, pour ce qui concerne Plateforme, que le délit n'est pas constitué parce que ça n'est pas un écrit spécifiquement pornographique. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'un écrit spécifiquement pornographique ? Moi, je ne sais pas, et ça n'est pas prévu par la loi. C'est-à-dire qu'on a là des juges qui sont en position d'appliquer une loi générale qui ne comporte pas d'exception. Donc, ils sont normalement dans l'obligation de condamner s'ils estiment... Donc, ils créent une exception en disant « si c'est pas pornographique, on va », et ils ne rentrent pas en voie de condamnation. Mais on voit que le problème de la qualification de l'objet œuvre qu'ils ont dans les mains est extrêmement délicate. Alors, le tribunal s'explique en disant « si le propos litigieux développé par l'auteur-défendeur, agrémenté de scènes sexuelles complaisamment décrites, peut certainement apparaître incongru, choquant ou révoltant, l'ouvrage en cause n'en est pas pour autant dénué de toute valeur artistique ou littéraire, ainsi d'ailleurs que l'ont estimé nombre de critiques et de journalistes. » C'est exactement l'argument qui a permis à Flaubert de s'en sortir. Oui, avec mais... Bovary, c'est vraiment dégoûtant, mais il a dégoûtant. Travaillé quand même, c'est une vraie œuvre. Alors c'est très très inquiétant parce que il faut quand même que je vous dise que quand le juge est en position de protéger les œuvres en droit d'auteur, il y a un article du Code de la propriété intellectuelle qui lui interdit absolument d'évaluer le mérite de l'œuvre. Et évidemment, on ne veut pas que le droit d'auteur, droits moraux, droits patrimoniaux, soit attribué aux auteurs qui ont fait une bonne œuvre aux yeux des juges. Et c'est une sage décision, bien qu'elle soit très critiquable pour d'autres raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas ici. Mais en matière de censure, dans tous les dispositifs dont je vais vous parler, le juge est en roue absolument libre. Il n'a aucune contrainte. Donc évidemment, il va tomber dans ce genre de propos qui est très ennuyeux, parce que si il s'agissait d'un roman qui n'avait pas fait l'objet d'une réception littéraire, on voit bien, et on va le voir à plusieurs endroits, que les juges sont tellement seuls qu'ils vont chercher dans la réception de l'œuvre pour appuyer leur décision. Mais là, la motivation est pour le moins extrêmement maladroite. Hein. Vous avez entendu combien elle est évaluative. Et s'il n'y avait pas eu d'article sur Plateforme de quelqu'un d'autre que Houellebecq, parce que Houellebecq on a toujours, est-ce que l'œuvre aurait été condamnée pour exactement le même écrit? Donc, on est dans une situation, dans un risque complètement inéquitable. Et un an après, ce qui devait arriver arriva, le même tribunal condamne Léo Cher pour la publication du livre de Skorecki, il entrerait dans la légende, en reprenant l'argumentaire de l'association Promouvoir, et en commençant par dire que peu importe les intentions de l'auteur quant au genre littéraire recherché. Alors là, voilà encore notre problème, c'est que l'intention de l'auteur est rejetée et la forme littéraire est complètement rejetée. Et on a une analyse du contenu de l'œuvre, comme si c'était si simple que ça de dire le contenu de l'œuvre et de séparer la forme du fond, alors qu'il s'agit d'une œuvre particulièrement formelle, avec un travail de répétition, d'itération qui est extrêmement marqué. On a donc une condamnation qui donne une interprétation de l'œuvre qui est tout à fait respectable en tant que telle, parce qu'on peut très bien recevoir ce livre comme l'ont reçu les juges, mais le problème, c'est qu'ils assortissent cette interprétation de leur autorité en prononçant une condamnation. Alors fort heureusement, cette condamnation va être démentie par la Cour d'appel et la Cour de cassation, pour un motif totalement fallacieux entre nous, mais ils n'ont pas trouvé autre chose pour se sortir de cette affaire,
c'est que le ministre de l'Intérieur avait été saisi par l'association Promouvoir et il a refusé d'interdire l'œuvre. Et donc la Cour d'appel dit, ah bah si le ministre n'interdit pas, je ne vois pas pourquoi moi, juge judiciaire, j'interdirais. Or, rien n'interdit, il y a une séparation des pouvoirs, encore, à peu près, chez nous. Et donc, rien n'interdit au juge judiciaire d'avoir un autre avis que l'administration sur un sujet comme celui-là. Donc on voit bien qu'on est dans des stratégies d'évitement, puisque la question de fond qui est posée au juge, elle est extrêmement compliquée à aborder. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de la préface de Théophile Gautier, de Mademoiselle de Maupin, bien que je l'aime beaucoup et qu'elle soit absolument... Enfin, je pense qu'on devrait la mettre en chapeau de toute conclusion de défense des auteurs, puisqu'ils distinguent entre l'auteur qui n'est pas forcément amoral si un personnage amoral existe dans son œuvre et qu'il conclut par les petits pois ne font pas le printemps, ce qui est une phrase qui me ravit. Mais je voudrais vous parler, parce que je crois qu'aujourd'hui, le conflit dans lequel on vit entre les censeurs d'un côté et ceux qui, comme moi, défendent la liberté de créer, comme nous, que défendons la liberté de création de l'autre, c'est qu'on a des régimes de lecture, me semble-t-il, qui cohabitent et un rapport à la fiction qui est différent selon ce que l'on en attend. Yvan Leclerc, qui est un précieux historien de la littérature, a retrouvé le mémoire d'Eugène Poitou en 1853. Ce monsieur, qui était magistrat à Angers, avait concouru pour le concours de l'Académie des sciences morales et politiques, dont le sujet était exposer et apprécier l'influence qu'a pu avoir en France sur les mœurs la littérature contemporaine, considérée surtout au théâtre et dans le roman. À ceci, beau sujet, Eugène Poitou cloue au pilori Balzac et George Sand et définit ainsi le contrat de fiction entre l'écrivain et la société. Le roman, dit-il, ce doit être le monde meilleur. Nous avons besoin, tous tant que nous sommes, de mêler à notre vie une certaine dose d'idéal. La réalité est souvent si triste. Cet idéal, c'est la mission de l'art de nous l'apporter. Mais l'idéal n'est pas de ce monde, il est au-dessus de ce monde, et l'art qui le demande à un réalisme grossier ou à un brutal sensualisme est un art qui s'avilit et qui corrompt. Ça paraît très daté, mais c'est exactement ce qui sous-tend les plaintes aujourd'hui contre les œuvres en général. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de cohabitation, de pactes de fiction différents. Alors, bien évidemment, ce pacte ainsi défini va évoluer avec Asselineau, avec Zola. Je vous fais l'économie de tout ça parce que là encore, je pense que vous le connaissez mieux que moi. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans cette évolution du pacte de fiction qui, finalement, les œuvres ont le droit d'égratigner, dit Asselineau, et si mon cœur est égratigné par un roman, c'est tant mieux, et Zola dit, il suffit de bien écrire pour que ce soit beau, et on ne doit pas se poser d'autres, et si tous les moralistes avaient du talent, ça nous ferait des vacances, en gros. Cette cohabitation de rapports différents à la littérature explique les débats dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Mais ce qui est inquiétant, c'est que l'État, par les lois qu'il prend, par la politique pénale, qu'il prend position dans un débat qui devrait rester de l'ordre du débat, c'est-à-dire quel est notre rapport aux œuvres, de l'ordre de la liberté. On a le droit d'attendre de la fiction ce qu'on veut en attendre. Alors je suggère un certain nombre de préconisations pour respecter une certaine autonomie de l'art et de l'œuvre. Et la première de ces préconisations, c'est que je suggère qu'avant de juger une œuvre, on en prenne connaissance, et dans sa totalité. Parce qu'un des gros problèmes de la censure, notamment en matière de littérature, c'est que vous regardez une plainte d'une partie civile, ou vous regardez une plainte du parquet, comme celle dont je vous parlerai tout à l'heure, contre Beignet Durkheim. Vous avez 3 ou 4 phrases qui sont visées dans la totalité d'un roman. Et aucune règle de droit n'impose au tribunal de lire la totalité de l'œuvre pour apprécier ces 3 ou 4 phrases. Donc vous voyez que vraiment, on manque de préconisation pour arriver à cadrer le travail du juge quand il est en position de répression ou le travail du censeur.
Je suggère aussi de distinguer les différents types de discours. C'est-à-dire que tout n'est pas une œuvre d'art, tout n'est pas une œuvre de fiction. Il y a aussi des discours politiques, il y a aussi des discours argumentatifs, publicitaires, promotionnels, scientifiques. Tous les discours ne sont pas à mettre, me semble-t-il, sur le même plan. Je propose de préserver le sens de l'œuvre du jugement autoritaire, mais ça vous l'aviez déjà compris, et je soutiens que la raison de cette préconisation est que l'œuvre est par essence polysémique et que le juge, en tranchant pour une interprétation de l'œuvre, commet un acte grave qui est de confondre le jugement de goût et le jugement de droit. Alors c'est bien la position dans laquelle il est mis quand on lui demande de trancher sur l'interprétation d'une œuvre. Mais parfois c'est nécessaire, c'est-à-dire que je vais donner des contre-exemples dans lesquels il est aussi nécessaire que le juge puisse intervenir, et je vais y revenir. J'ai essayé de travailler pour alimenter une exception à la liberté d'expression générale, qui serait une exception pour les œuvres. Et dans cette exception pour les œuvres, donc créer une liberté de création qui n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons des textes de droits de l'homme, depuis la déclaration de 1789 à la déclaration européenne des droits de l'homme, qui nous parle exclusivement de liberté d'expression. Donc j'essaye de, j'aurais dû commencer par là, je vous demande pardon, j'essaye de montrer qu'il y a un champ constitué déjà, qui est le champ des œuvres, et que ce champ ne peut pas être appréhendé de la même façon que celui des médias, celui du discours politique, etc., que les autres champs. Et cette distinction commence à devenir une préoccupation des juges, que ce soit les juges nationaux, là je vous ai donné des contre-exemples, mais je vais vous donner des exemples plus intéressants. Ça commence à devenir une préoccupation des juges, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Et on va dire qu'au niveau européen, il y a un sacré débat sur cette question-là. Donc, je voudrais revenir à la question de est-ce que l'œuvre est un message, que je vous ai signalé tout à l'heure comme problématique, parce que si on arrivait à se mettre d'accord sur le fait que l'œuvre n'est pas un message, finalement on arriverait à éviter complètement l'application de 127-24 aux œuvres, ce qui serait une bonne idée. On est dans un état de confusion qui implique d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'écrit sur la question. Donc moi je suis allée lire des choses que vous connaissez qui sont Searle et Schaeffer et Frege. Et je m'intéresse particulièrement à cette question du pacte de fiction. Est-ce qu'elle repose sur la croyance, comme le disait Coleridge, ou sur l'incrédulité, comme le disent aujourd'hui les philosophes et les spécialistes de narratologie? Quelle est notre position de lecteur quand on est face à une œuvre? Est-ce qu'on croit ce que raconte le roman, ou alors est-ce qu'on sait que le roman n'est pas la réalité? Et ça change tout par rapport à la façon dont le droit peut appréhender ce qui est dit dans le roman. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je ne vous ai parlé que de 127, 23 et 24. Mais on a aussi toute la loi sur la presse, avec, par exemple, l'incitation à la haine. Est-ce qu'un personnage peut inciter à la haine? On a un certain nombre de délits, la diffamation, l'injure, l'atteinte à la vie privée, qui est un délit civil. Est-ce que la fictionnalisation des éléments du réel permettent l'impunité pour l'auteur? En fait, c'est vraiment ça ma quête. Et ce qui m'intéresse dans ce que disent Searle et Schaeffer, c'est que, surtout pour ce qui concerne Schaeffer, il met en lumière le mécanisme mental du rapport à l'œuvre qui me semble déterminant. C'est-à-dire que je vais résumer en quelques petits points très faciles. Quel est le statut d'un élément réel quand il se retrouve dans une fiction? On a les travaux de Keitan Buger qui dit que le pari d'un roman n'est pas le pari réel, et donc tout élément d'apparence réelle n'est pas nécessairement l'élément réel pour autant. Donc, première distance. Genette dit quelque chose qui me semble décisif, c'est que quand il y a un élément réel dans un ensemble de fiction, c'est le tout fictionnel qui l'emporte sur l'élément réel. Donc pour l'interprétation aussi, et les travaux de Searle sont aussi très intéressants pour ça, parce que Searle dit que
on ne peut pas décontextualiser une phrase et la sortir de son contexte, je viens de le dire, pour en donner le sens. Donc il faut toujours tenir compte de l'ensemble pour analyser toute prescription. Donc vous avez compris que le juge n'est pas tenu et qu'il faudrait arriver à enserrer l'exercice juridique. Alors je voulais en arriver à... Mais non, ça ne vaudrait pas le tout qu'on discute un petit peu sur les points là que vous soulevez. Allez-y, Ouais. je retomberai sur mes pieds. Peut-être. Je sens que vous avez envie de me poser une question. Oui, c'est difficile de demander au juge de caler sur Genève, Searle, etc., et sur la narratologie, sans compter que la narratologie n'est peut-être pas le dernier mot non plus de l'étude qu'on peut faire des relations entre fiction et réalité en littérature et en art. Mais c'est une question évidemment très importante. Mais j'ai envie de vous poser une question quand même sur cette question de message qui est quand même au cœur de la problématique que vous construisez. Est-ce que vous ne croyez pas que le statut de croyance dans notre relation aux œuvres ne bouge pas énormément en fonction de l'environnement technologique dans lequel nous vivons? Est-ce qu'aujourd'hui, la notion de réalité est tout à fait la même dans un monde totalement traversé par le virtuel, comme celui d'Internet et de l'informatique qui nous environne entièrement, et comme celui de cette société du tout communicationnel qui fait qu'au fond, une œuvre, elle est quand même perçue comme un message. Même si, au fond, votre point de vue, je le comprends complètement, il est lié à une interrogation juste sur l'histoire, sur l'idée qu'à partir des années 1850, la littérature, l'art se détache comme une autonomie. Bon. Je crois que c'est vrai, que ça a été vrai et que ça reste vrai pour une part, mais est-ce qu'on n'est pas déjà entré dans un monde autre, dans un monde où l'autonomie de l'art est devenue elle-même une fiction, au profit de quelque chose qui fait que quand Houellebecq balance un roman, il le balance dans les médias, hein, et qu'il agit sur les croyances à travers des réseaux d'action qui n'ont plus rien à voir avec ce que le livre permettait de faire, et la presse. Et auquel cas, ça n'invalide pas du tout ce que vous dites. Mais je suis d'accord. Ça n'invalide pas, mais ça pose le problème de façon beaucoup plus cruciale encore. Peut-être que la littérature redevient un message. Ouais. Oui, alors j'allais y venir. Je ne dis pas du tout que les auteurs ne disent rien. Je mets en garde contre le fait de figer ce qu'ils disent dans un jugement à sens unique. Oui, non, mais ça va plus loin que ça. C'est la question de réalité qui est posée. Oui, mais... La réalité, elle est de part en part médiatique, aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça, mais voilà, je pense qu'Internet a été une révolution aussi grande que celle de l'imprimerie et qu'effectivement notre accès aux œuvres a été démultiplié, changé, transformé, sauf que quand on a un livre entre les mains, on a toujours un livre entre les mains. Ça ne change pas complètement. Ce que j'observe, c'est que finalement, l'épée de Damoclès qu'est la censure tombe sur des objets qui restent très traditionnels. Ça tombe sur des romans, pas forcément à gros tirage d'ailleurs, hein, Nicolas Jones-Gorlin, Skorecki, Benny Burkel. Ça continue à tomber sur des objets traditionnels. Alors, je voudrais, par rapport à ce que vous disiez... Il n'y a pas de moyen juridique d'agir sur Internet. On ne peut pas agir sur la totalité du monde dans lequel on vit, et donc de toute façon, ces voix sont symboliques et sont utilisées à titre symbolique par les acteurs. Et ça, c'est évident. Hein. Ce sont des croisades menées par des croisés on parlait de l'affaire présumée innocent. Est-ce que vous savez que l'affaire présumée innocent a donné lieu à un non-lieu confirmé par la Cour de cassation? Si vous ne le savez pas, c'est parce que les journaux en ont fait un tout petit entrefilet, alors que la plainte elle-même a fait l'objet d'une presse incroyable, et que finalement, dans cette croisade, c'est l'association La Mouette qui a gagné,
puisque personne ne sait qu'elle a perdu, et que l'important c'est de faire peur, et l'important c'est de dire que cette exposition était pédophile. Donc effectivement, dans le rapport médiatique, le gain judiciaire est nul. Ce qui compte, c'est l'énorme vague d'autocensure qui a été suscitée par cette plainte dans l'ensemble des centres d'art, des musées, des FRAC, et les retombées sur l'exposition d'un certain nombre d'œuvres dans le milieu des spécialistes, des commissaires d'exposition, des conservateurs, etc. Voilà, ça. C'est aussi la notoriété nationale qu'a pris cet événement de Bordeaux, qui serait passé complètement inaperçu à l'échelle hexagonale s'il n'y avait pas eu cette affaire. Les artistes qui ont été mis en cause étaient des artistes internationaux très connus. Oui, mais aujourd'hui, l'ambivalence quand même des choses est aussi troublante, quoi. Flaubert est devenu un écrivain connu avec son premier roman grâce à son procès, vraiment. Et ça l'a classé définitivement comme un très grand écrivain français, chose qui ne serait sûrement pas arrivée s'il n'avait pas eu son procès. Peut-être même que Flaubert n'existerait pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce procès. Est-ce qu'il en était si content que ça? En lisant ses lettres après, on sent un sérieux soulagement. Hein. Oui, il a eu très peur. Non, mais on était en dictature en France. Oui, bien sûr. Oui, et il risquait la prison. Et il y a un certain nombre d'écrivains ont fait de la prison après lui et avant lui, enfin d'écrivains, chansonniers, etc. Je voudrais, par rapport à la question que vous posiez, prendre un autre exemple dans le monde du cinéma, sur la question du message de l'œuvre. On s'est beaucoup intéressé à un film qui s'appelle Quand l'embryon part braconner, un très joli titre, d'un cinéaste qui s'appelle Wakamatsu, et qui est un cinéaste japonais qui a fait ce film dans les années 70. C'est un film du genre Pink, qui est un genre érotico-rock'n'roll, on va dire, hein, qui remet en cause les codes de la société au travers d'un rapport au corps. Voilà. Alors, esthétiquement très nouvelle vague, noir et blanc. Donc ce film sort en France et devait passer... alors donc réclame un visa pour sortir en salle de cinéma, il y en avait 3 qui étaient programmés, hein, c'est tout. Et il doit passer à la télévision, ce qui est toujours, vous savez, l'enjeu de la censure, c'est le fait que le visa délivré pour les salles de cinéma conditionne le passage des films à la télévision. Et la commission de classification des films préconise une interdiction au moins de 18 ans. La ministre signe une interdiction au moins de 18 ans en disant que c'est un film qui présente la femme de façon indigne. Je vous rappelle que la commission de classification des films est là pour veiller à la diffusion des œuvres pour les enfants. Donc là, on n'est plus du tout dans la même question, on est dans une question morale, générale. Bon. Et le Conseil d'État va visionner le film et rendre une décision qui est un contresens total sur le film. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un type qui travaille dans un magasin et qui séquestre la serveuse chez lui et qui lui inflige des sévices, qui l'attache. Il n'y a pas de scène de sexe explicite, c'est beaucoup plus distancié que ça. Et va se dire au travers de cette relation de ces deux personnes le rapport de domination dans la société japonaise et le rapport de domination machiste de la société japonaise, de façon très explicite dans les dialogues. Et ça se termine par « elle tue le gars ». Donc, dire que ce film, qui dénonce de façon absolument explicite la domination masculine dans ce rapport intime, mais de façon plus générale dans la société japonaise, et qu'en plus, il se termine par une victoire de la femme, dire de ce film qu'il doit être interdit aux moins de 18 ans, ce qui est prétexte, parce qu'il présente une image indigne de la femme, est un non-sens total. Bon. Il y a eu un recours donc devant le Conseil d'État qui a échoué. Pour une fois, les distributeurs se sont bougés parce qu'un de nos gros problèmes, c'est que la production cinématographique se tait. Elle paye tellement cher ces productions de films. On arrive en bout de course de la production quand on va demander le visa. C'est la fin du processus. On a dépensé tous les sous. Donc on a intérêt à avoir l'autorisation de diffuser dans les films et à valider nos contrats de coproduction avec les télévisions. Sinon, on est cuit financièrement. Donc vous voyez, alors la dernière présidente de la commission de classification des films a fait 2 choses. Elle se vante publiquement d'avoir mis au pas toute la production cinématographique française, et c'est vrai, personne ne bouge.
Et deux, elle a fait modifier la loi, puisqu'elle s'est bien rendue compte qu'il y avait un petit problème, et que la dignité de la femme, hein, ça pouvait un autre jour, devant une autre formation du Conseil d'État, ne pas passer. Eh bien, elle a fait modifier la loi par ordonnance, c'est-à-dire sans débat devant le Parlement, et rajouter dans le code de la cinématographie la protection de l'enfance et la dignité. Et hop, voilà le retour de l'ordre moral et de l'outrage aux bonnes mœurs, au travers d'une petite modification législative. Donc aujourd'hui, soyez informés que les films que vous verrez seront tous des films dignes. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Donc, mais voilà, tout ça passe complètement inaperçu. Or, c'est quand même assez grave. La dignité étant évidemment une donnée objective quand il s'agit par exemple des conditions des prisonniers. Hein. On voit à peu près comment la quantifier. Mais quand il s'agit de représentations comme celle-là, ça crée l'accordéon a du champ d'élasticité. J'ai répondu à votre question sur le message. Vous voyez pourquoi pourquoi la question du message me semble centrale, c'est que si on dit qu'une œuvre est un message, qui dit quel est le message de l'œuvre? Et selon quels critères? Et avec quelle certitude? Oui, je vois bien. Mais il me reste une petite hésitation, qui est celle que je mentionnais, c'est que je pense que nous entrons dans un monde aujourd'hui assez différent où l'impact de ce qu'on peut appeler le tout communicationnel est tel qu'une œuvre est reçue comme un message. Je ne dis pas qu'elle contient un message, elle est un message. Elle a la structure du message. Sa vocation est de rendre son auteur connu, d'en faire quelqu'un de célèbre. Et ceci s'impose à des valeurs plus anciennes que nous révérons, sur lesquelles nous travaillons, qui sont l'art, la transmission dans le long terme, au profit d'une structure de cycle court qui est la célébrité à court terme. Et par conséquent, une réduction de la transmission à la communication. Je le crains. Mais je n'ai pas d'objection du tout à ce que vous dites. Je crois effectivement que les deux points de vue se complètent. Je crois qu'il faut dénoncer cela en même temps qu'on dénonce ce que vous dénoncez. Je suis d'accord. Parce que à ne prendre les choses qu'à l'échelle de la croyance, qui est la question fondamentale, alors à ce moment-là, la question de l'opposition entre réel et fictif, entre fable et monde, n'a plus de sens, ne tient plus. Pas plus qu'il ne tient dans les jeux vidéo, dans les jeux de simulation. Et ce sont des nouvelles questions. Je pense qu'il faut les instruire dans le cadre des réflexions juridiques que vous menez. Ça implique vraisemblablement une analyse médiologique de la question. Mais ce que vous soulevez me semble poser la question de l'éducation. C'est ce qui me semble central, c'est qu'on apporte, si on veut protéger les mineurs, ce qui est plutôt, c'est une noble tâche, qu'on leur apprenne le mieux possible à analyser les images, à distinguer les images de propagande de celles qui n'en sont pas, à analyser les textes, à faire la différence entre les différentes typologies de textes. Enfin, ça me semble absolument central. Par ailleurs, qu'il y ait une place plus grande pour le débat critique. On constate malheureusement tous les jours que les médias font beaucoup la promotion des œuvres et en font de moins en moins la critique. Or, la critique est vraiment alors, c'est peut-être très élitiste comme position, enfin, je ne le crois pas. Les deux notions me semblent aller ensemble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une société qui forme de moins en moins des citoyens, bien qu'on voit que, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, il faut se méfier des phrases un peu trop rapide sur le sujet. La question, c'est, en fait, pourquoi cette question m'intéresse? Parce que c'est une question de démocratie. C'est-à-dire chacun peut se faire sa propre opinion sur une œuvre sans que quelqu'un juge pour lui. Et que c'est dans le monde que vous décrivez avec parfaite justesse qui
montrent un certain cynisme dans le rapport aux œuvres. Finalement, qu'est-ce qui peut jouer ici? C'est le débat critique. Or, il joue complètement le jeu de complicité avec les auteurs qui se servent du médium ou de l'objet art pour entretenir leur propre notoriété. Il y a une complicité plus forte que des endroits de dénonciation. Et on va se faire traiter de ringard et de vieux gauchos si on dénonce tel ou tel qui pourtant est un rapport cynique avec sa propre œuvre. Mais là, on est dans le débat. Si la valeur est devenue le buzz, ce qui est probablement le cas, au fond, la question de responsabilité morale se pose même plus du tout. Si je fais scandale, tant mieux. J'aurai la célébrité que je cherche. Et si je vais devant les tribunaux, pas grave, ça augmentera mes chiffres de vente. La question est quand même là, à un moment où, de toute façon, la part essentielle de la circulation de ce qui devient des messages, et non plus des œuvres, est hors de portée de la loi. Moi, Sur Internet. Oui, par exemple, prenons l'exemple là. La Pléiade a décidé, sous la direction de M. Pradier, de mettre, je crois, pas me tromper, à l'œuvre l'édition des œuvres complètes de Drieux-La Rochelle. Est-ce qu'ils vont publier l'appel au meurtre des enfants juifs? S'ils le font, qu'est-ce qui va se passer? Ce texte pourra être entouré de toutes sortes de précautions, d'annotations savantes, de tout ce que vous voulez. Le lendemain, ça sera sur tous les réseaux antisémites d'Internet. Quelle position devons-nous avoir à l'égard d'une situation de ce type? Est-ce que là, le législateur n'a pas... Je suis tout à fait contre la censure, mais il y a une limite. Non. Mais alors, en fait, il n'y a pas tellement de difficulté pour ce texte-là sur le plan juridique, puisqu'il ne me semble pas qu'on soit dans le champ de la fiction, ni du roman. On est dans un écrit qui est directement explicite, et il est donc passible de la loi sur la presse. Et s'il est analysé comme un encouragement à la haine des Juifs, il y aura immédiatement une condamnation. Et là, dans un cas comme celui-là, fort possiblement un ordre de retrait du texte du livre. Donc là, l'appareil juridique qui restreint la liberté d'expression générale est tout à fait opérationnel. Mais tout autre, bien plus compliqué, serait la question de ce texte tenu par un personnage, Drieux-La Rochelle ou d'un autre, et comment est-ce qu'on l'appréhende? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le propos du personnage est analysable comme le propos de l'auteur? Sauf que, dans un monde où je peux extraire du texte, le faire circuler à vitesse lumière avec un nombre illimité de destinataires, pour moi, je ne vois pas très bien la différence. Comment ça, vous voyez? Entre le texte tel qu'il est... Dans son effet de diffusion, il aura le même impact, fiction ou pas fiction, il sera perçu comme un message. Alors moi, ce que vous dites m'inquiète énormément, parce que par ailleurs, je me pose une question en droit d'auteur. Le droit d'auteur, ça protège les œuvres, les œuvres de l'esprit, dit le législateur. Et de plus en plus, et ce que vous dites va tout à fait dans ce sens, la nouvelle doxa de la Commission européenne, c'est de ne plus parler d'œuvres, mais d'informations. Ce qui corroborerait le fait que les œuvres soient des informations auxquelles, évidemment, tout le monde doit avoir librement accès, et donc toutes les restrictions du droit d'auteur doivent, les unes après les autres, tomber, puisqu'elles sont contre la libre circulation de l'information, lequel est un droit de l'homme. Donc vous voyez que cette rhétorique est capable de faire complètement exploser la question du monopole sur le droit d'auteur. Et elle m'inquiète énormément parce que je considère que les informations ne sont pas des créations, les informations sont des données qui existent et qui sont partageables par tout le monde, et qu'on peut mettre en forme une information et réclamer une propriété de la forme, à condition qu'elle soit originale, etc., par les critères du droit d'auteur, mais l'information elle-même, voilà. Donc l'œuvre, c'est pas de l'information. C'est ça que je veux dire en disant l'œuvre, c'est pas un message. C'est que on a un système complètement paradoxal. Le droit d'auteur protège la forme et pas les idées. Les idées sont de libre parcours. Dans la censure,
on s'intéresse directement aux idées sans tenir compte de la forme. Qu'est-ce que c'est que cette façon complètement schizophrène du droit d'aborder les œuvres? Un par la forme et l'autre par l'idée. Enfin, ça ne va pas. Je crois vraiment que ça ne va pas. Donc il faudrait qu'on arrive à considérer que les œuvres sont une pensée et une forme intimement liées. Je pense que là-dessus, nous en serons d'accord. Et donc, c'est pourquoi je dis, c'est très dangereux de séparer l'un de l'autre, parce que ça donne lieu à des absurdités d'un côté comme de l'autre. Avec le droit d'auteur qui ne protège que la forme, on protège aujourd'hui les boulons, les piculottes et les objets industriels, qui évidemment ne sont pas le résultat d'une pensée artistique ou d'une conception autre, une conception technique ou autre, promotionnelle, etc., publicitaire. Mais ce système relativiste qui consiste à considérer qu'on ne peut pas définir l'œuvre, on ne peut pas définir l'art parce que tout est devenu tout, etc., ça favorise l'enfant bleu, la mouette, etc., qui sont ravis. Parce que comme il y a dans cet indiscernable, bien évidemment, la réaction peut gagner, peut marquer des points. C'est pourquoi, alors je sais que la position qui consiste à dire il faut arriver à resserrer un champ pour le protéger peut apparaître rétrograde, mais si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Je n'ai pas d'autre solution que d'arriver à cerner mieux que ça n'est fait ce champ de l'art et des œuvres pour préserver une liberté plus grande. Et est-ce que je vous donne l'exemple de Béni Burkel? Parce que précisément, c'est à ça que se sont coltinés les juges. Alors, quelques mots du contexte. Donc, Béni Burkel sort un livre qui s'appelle Pogrom, et qui sort dans une réception tout à fait syntone, avec des articles à droite à gauche, tout se passe très bien. Et puis, bim, tribune de Bernard Comment et Olivier Rollin dans Le Monde, qui dénonce un livre antisémite. Tribune très violente, qui est notamment motivée par le fait que Catherine Millet est partie du Seuil pour Flammarion, ils sont tous les deux éditeurs au Seuil, et qu'ils veulent se faire bec BD qui leur a piqué Catherine Millet. Je le dis parce que le tribunal tiendra compte de cette motivation dans son jugement. Donc vous voyez combien, c'est pas uniquement pour l'anecdote que je vous le raconte. Alors, à partir du moment où Comment et Rollin disent ça, pourquoi? Parce que dans le roman, il y a un personnage qui s'appelle Mohamed et qui soumet sa copine Esther. Alors en plus, c'est de l'antisémitisme pornographique, parce qu'il soumet sa copine Esther à un accouplement avec 3 chiens qui s'appellent Drummond, Pépin et Brasillac. Vous voyez le genre de... Voilà. Alors, le livre est entièrement écrit dans une espèce de style sous sélinien à 3 francs. Le type est abominable en tout, hein. Il n'est pas juste abominable en cela. Alors, donc, il a un narrateur qui s'appelle l'inqualifiable, donc Pépin et Mohamed, dont je vous ai parlé. Il est sexiste, il est pénible, il veut tout casser, il dit des trucs absolument immondes sur le pogrom et la Shoah, et ça, comme par hasard, ça n'a pas fait l'objet de lire de Comment et Rollin, ni de la plainte du parquet, c'est quand même assez curieux. Et puis, il a une dédicace un petit peu problématique, pour le coup, sur laquelle je reviendrai, qui est aux Noirs et aux Arabes. Bon. Avec les propos antisémites de personnages à l'intérieur, ça change un tout petit peu la donne, me semble-t-il, mais c'était pas dans la plainte. Donc du coup, ça n'a pas été jugé. Et ça déclenche un tollé. Alors, il y a des articles de presse qui se répondent, on s'insulte, on se traite de... Ah, c'était bien, c'était en 2007. Hein. En 2005, pardon. Laurent Geoffrin, dans le Nouvel Obs, alors que le Nouvel Obs avait fait une bonne critique, fait un papier qui flingue, enflamme le livre en disant « Oh là là, c'est un antisémite ». Bourmeau dénonce l'affaiblissement de la vigilance et des institutions éditoriales et critiques. Et alors, extraordinaire, moi je trouve, Comment et Rollin font un papier publié dans les Inrocks, donc par Sylvain Bourmeau, qui s'appelle « Pogrom, suite et fin ». C'est-à-dire qu'ils commencent la polémique et ils la finissent. Voilà, c'est quand même un acte d'autorité que je trouve absolument incroyable. Et le politique s'en mêle le soir même, parce que Raffarin, qui est le Premier ministre,
dîne le soir au CRIF, fait une déclaration, évidemment sans avoir lu le livre, en disant « on me dit qu'il y a... je lis dans la presse qu'il y a des livres inqualifiables », donc livre son jugement sans rien en connaître, et va donner la patate chaude immédiatement à son ministre de la Justice, lequel va refiler la patate chaude au ministre de l'Intérieur, qui dit « non, non, j'en veux pas », etc. etc. Et finalement... Villepin refuse en disant « attendez, moi j'interdis pas un livre, ça fait je sais pas combien d'années qu'on a interdit un livre, c'est hors de question, je vais le faire traiter de censeur, etc. » Et ça finit par déboucher au parquet, avec l'ordre du ministre de la Justice de poursuivre, et le parquet, mais alors vraiment, mais on sent que le procureur y est allé, mais complètement à reculons, fait une plainte de 3 lignes contre le livre, qui va faire l'objet d'une décision extrêmement intéressante de la 17e chambre correctionnelle, laquelle va mettre en œuvre pour la première fois de façon explicite dans la jurisprudence française le critère de la fiction. Yes. Donc ça a servi à quelque chose, tout ça. Et cette décision que j'analyse en détail, je vous en fais l'économie là, dit 2-3 petites choses qui sont absolument centrales. Elle dit, 1, la liberté de création est plus large que la liberté d'expression. Et d'une. Génial. Bon. Et de 2, l'apologie n'est pas la représentation. C'est pas parce qu'on parle de quelque chose dans un livre qu'on en fait automatiquement l'apologie. Et de 2. Troisièmement, le tribunal montre qu'il a pris connaissance du livre en entier puisqu'il va aller chercher d'autres passages qui va lui permettre d'interpréter les passages poursuivis. Donc, très bien, ils l'ont fait, c'est impeccable. Ils ne disent pas qu'il faut le faire, mais ils l'ont fait. Quatrièmement, le juge s'attache, pour déterminer la nature de l'œuvre, s'attache à la réception de l'œuvre. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que c'est beaucoup plus intelligent que le jugement de Carpentras dont je vous avais lu un passage tout à l'heure. C'est-à-dire que le juge va montrer la polysémie de la réception de l'œuvre. Il va montrer la polémique. Et en gros, il va dire qu'il ne peut pas, lui, trancher dans une des interprétations qui a été faite. Et la seule chose qu'il va vérifier, c'est que c'est bien un roman, comme c'est marqué sur la couverture. Et donc, il va vérifier que le texte comporte les mécanismes de mise à distance du lecteur. Alors, il va le faire d'une phrase, il ne va pas le faire de façon détaillée, parce que là encore, c'est extrêmement difficile, mais il va affirmer que le texte comporte les mécanismes de mise à distance qui font que le spectateur peut prendre les propos du personnage, et il insiste sur le fait qu'il s'agit des propos du personnage, comme des propos de personnage, qu'on ne peut pas assimiler à la pensée de l'auteur. Le tribunal s'oppose à l'argument biographique qui était utilisé par Comont et Rollin, qui disait « mais il y a des similitudes biographiques entre ce mec, Béni Burquel, et son livre ». Le tribunal dit « attention, c'est pas parce qu'il y a des similitudes que pour autant la pensée de l'auteur c'est la pensée de son personnage ». Enfin, bon, des choses qui nous paraissent à tous peut-être évidentes, mais qui, dans une décision de justice, dans un tel contexte, sont importantes à lire. Et le parquet ne fera pas appel. C'est-à-dire, fin de l'histoire, ça suffit, on s'est assez ridiculisé. Et si la 17e chambre a réussi à clarifier le débat à ce point, on s'étonne que ces conclusions n'aient pas été obtenues pour présumer innocent à Bordeaux. Mais les juges sont tout à fait indépendants, ils font ce qu'ils veulent. On est dans des affaires qui ne sont pas fondées sur les mêmes articles de loi en plus, parce que là, c'est la loi sur la presse et l'injure raciale ou la diffamation raciale ou l'incitation à la haine, présumée innocente, c'est sur d'autres dispositifs. Et même si la Cour de cassation tranchait dans un sens qui est celui-là, une juridiction du fond, nous ne sommes pas tenus par le système des précédents, contrairement aux anglo-saxons. Hein, on a souvent accès à la justice par le système de représentation télévisuelle ou cinématographique, notre système est très différent, une très très grande liberté. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure en début de la nécessaire objectivité du juge. C'est qu'il y a par exemple sur le territoire un tel aléa que vous pouvez avoir une décision dans un sens à Carpentras, une autre décision dans un autre endroit et une troisième à Paris, en totale contradiction. Surtout avec des lois qui sont rédigées comme ça, c'est-à-dire avec les pieds pour ce qui concerne 227, 23 et 24. C'est tellement large que c'est inapplicable. Donc voilà. J'avais envie de... Si vous n'en avez pas marre, je vous donne encore un exemple. Ou vous voulez Oui, dernier exemple. Alors je ne parlerai pas
de Philippe Besson et de son roman sur Christine Villemain, puisqu'il se fait condamner pour avoir attenté à la vie privée de Christine Villemain et à sa vie privée et à sa vie privée. Mais je vais vous parler de l'affaire Le Pen-Lindon, parce que là c'est une... Si vous voulez, je vais mettre un peu en abîme. Je vous disais, quelques années avant, à la 17e, c'était pas les mêmes magistrats. En gros, ça tient à ça. Il faut être clair que la justice, c'est une affaire d'hommes, de femmes, avec une énorme subjectivité dans ces affaires-là, et que quand Mathieu Lindon est poursuivi pour avoir fait le procès de Jean-Marie Le Pen, il a affaire à une autre composition, et cette composition va être condamnée, condamnation appel, condamnation Cour de cassation, confirmation de la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors qu'elle a rendu des décisions complètement contradictoires sur des sujets similaires, et que là, on est dans un flou total. Alors, qu'est-ce qui est reproché à Lindon? C'est que des personnages de son roman, qui sont des militants antiracistes dont il se moque avec une très grande ironie, traitent Jean-Marie Le Pen de chef de bande de tueurs. Et ça va être considéré comme diffamatoire. Je résume, hein, parce qu'il y avait beaucoup plus de passages, mais qui ont été édulcorés au fur et à mesure des procès. Donc, Monsieur Le Pen se plaint d'être traité de chef de bande de tueurs, et il gagne devant l'ensemble de ces juridictions. Alors, le contexte du livre est très inspiré du meurtre des colleurs d'affiches qui ont tué un jeune Comorien en faisant semblant qu'ils étaient attaqués par ce jeune Comorien, meurtre justifié par Bruno Maigret qui disait, mais alors que ces gars ont été condamnés, que c'était des militants du Front National, et que Maigret a dit que pas du tout, c'était des petits anges, et que évidemment les étrangers les avaient attaqués. Bon, que disent les tribunaux? Ils disent, et c'est ça que va valider la Cour européenne, et ça me semble scandaleux, hein, la Cour d'appel de Paris dit, à travers les propos prêtés à son personnage, c'est bien Monsieur Lindon qui s'exprime ici et qualifie les parties civiles. Et toc, ça y est, on a reperdu la partie quand on lit ça. C'est en totale contradiction avec ce que je viens de vous dire, et c'est quelques années avant. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que... Alors, il y a un débat très intense entre les magistrats, il y a une opinion dissidente qui est publiée, opinion dissidente qui dit deux choses. D'abord, on n'a pas tenu compte du fait que c'était une fiction, et on aurait dû le faire. Et deuxièmement, ça parle de Jean-Marie Le Pen, qui a fait l'objet d'un nombre de condamnations incalculables. Et donc, l'honneur de Jean-Marie Le Pen n'est pas tout à fait le même, je résume, que celui d'une personne qui n'aurait pas fait l'objet d'un nombre de condamnations incalculables pour l'ensemble des propos et l'ensemble de son œuvre. Hein? Il n'a jamais été condamné pour meurtre. Mais on est dans une... Ce que vous dites est totalement subjectif, enfin, c'est extraordinaire. Allez-y. Ouais, je veux dire, d'abord, je trouve ça extraordinaire qu'à chaque fois que vous parlez d'une œuvre, vous commencez par dire, alors que la Cour, les juges n'ont pas compris qu'il s'agissait d'ironie et que le livre est parsemé d'ironie. Et vous faites vous-même beaucoup d'interprétations. Bien sûr. Alors, je vous invite bien sûr. Mais c'est votre point de vue à vous. Et je ne comprends pas, puisque vous prenez cet exemple-là, c'est beaucoup trop facile. Alors, c'est là, moi aussi, je vais faire un roman. Présentez-vous, alors peut-être. Vous prenez la parole, vous êtes qui? Écoutez, Michael Legrand, je suis journaliste. Voilà. Moi aussi, je vais faire un roman, je vais mettre en scène le meurtre de Sarkozy, par exemple, ou je pourrais même mettre en scène votre propre meurtre. Et je peux le faire. C'est une fiction, il n'y a aucun problème. Mais, et d'ailleurs, moi, à titre personnel, je trouve qu'on met beaucoup trop de restrictions à la liberté d'expression. Et donc, je pourrais rebondir là-dessus également. Mais voilà, je ne comprends pas votre point de vue. Il me semble évident que si on retient votre point de vue, il me semble évident qu'on peut tout scénariser, qu'on peut tout faire de tout une fiction, qu'on peut prendre des personnages réels et faire passer ça pour une fiction. Alors, je vais j'entends parfaitement votre objection et je vais vous répondre. Je suis passée sur une affaire sur laquelle précisément j'ai le point de vue inverse.
c'est l'affaire de Philippe Besson et de Christine Villemain. Dans son roman, Philippe Besson utilise deux modes de narration. Un mode de narration direct et un mode de narration indirect qui est un dialogue intérieur de Christine Villemain, qu'il met en italique pour qu'on ne confonde pas sa partie récit objectif de l'affaire Villemain et la partie Christine Villemain s'exprime en direct en disant « je ». D'accord ? Vous me suivez ? Et dans sa partie fait objectif, il va présenter, au milieu du roman, donc c'est central, il va présenter le moment où Christine Villemain a été accusée d'avoir tué son enfant. D'accord ? Et dans la partie du dialogue intérieur, il va faire répondre Christine Villemain de cette accusation. C'est-à-dire qu'en utilisant le procédé récit objectif qu'il va revendiquer devant le tribunal comme étant un récit objectif et non pas fictionnel, donc il va prendre la position du journaliste, disant « je décris la réalité, je suis objectif ». En utilisant ce rapport entre les deux modes de narration, il va faire en sorte que nous puissions croire, nous lecteurs, que l'hypothèse du matricide a peut-être été fermée judiciairement, mais que peut-être elle est encore plausible. Et justement, ça m'intéresse parce que quelle est notre position de lecteur à nous? Qu'est-ce que nous pouvons croire en lisant le livre de Philippe Besson? Et ce qui corrobore le fait ce qui corrobore un peu paradoxalement le fait qu'il réveille l'hypothèse de la non-innocence de Christine Villemain, c'est que quand le livre va sortir, il va dire « je suis l'avocat de son innocence ». C'est-à-dire qu'il va complètement exploiter le filon de façon... alors que plus personne, au moment où le livre sort, plus personne ne remet en cause, à part lui, dans son livre, l'innocence de Christine Villemain. Donc voilà un endroit où il me semble que la ligne jaune de la liberté d'expression est dépassée, parce qu'en face, on a la vie privée de quelqu'un qui est déjà passé par un certain nombre d'épreuves, et que se servir de l'autre de cette façon-là, dans un roman, non-roman, enfin avec une position extrêmement ambiguë, me semble là tout à fait répréhensible, et je suis d'accord avec la condamnation judiciaire du livre de Philippe Besson. Donc je n'ai pas de position monolithe sur la question. Ce que je dis, c'est qu'il faut distinguer, alors ça va vous sembler bizarre pour Jean-Marie Le Pen, je pense qu'il faut distinguer quand on a affaire à des concepts généraux et quand on a affaire à des personnes. Mais pour ce qui concerne Jean-Marie Le Pen, ce que je reproche aux tribunaux, c'est d'avoir condamné des propos de personnages en disant explicitement que ces propos de personnages sont la pensée de l'auteur. Si c'est ça la motivation de la condamnation, c'est stupide. Voilà. Et c'est stupide que la Cour européenne des droits de l'homme soit tombée dans ce panneau-là. Et c'est très problématique parce que elle a, dans le même temps, quasiment, dans la même période, elle a condamné la Turquie par 2 fois, laquelle Turquie avait mis en prison, ce qui est très mal, un poète kurde pour des poèmes au contenu politique explicite et très violent. Et la Cour européenne, pour cette affaire-là, en particulier, dit, pour essayer d'éviter pour condamner la condamnation, dit il s'est exprimé dans une forme qui est la poésie. La poésie est reçue par un très petit nombre de gens, donc on ne peut pas considérer que ces propos violents représentent un vrai danger. C'est une position complètement élitiste. D'ailleurs, les juges qui étaient pour la condamnation turque disent dans leur critique, à juste titre me semble-t-il, que là, la Cour européenne a une position élitiste. C'est stupide, parce que la poésie est souvent chantée, dans cette culture, elle est au contraire très populaire. Ouais. Voilà. Moi, enfin, si je peux poser une question, donc, je suis Jean Robin du site Enquête et Débat, et j'aimerais vous expliquer sur une expression que vous avez employée, que je n'ai pas tout à fait compris, c'est quand vous avez dit ça va dans le sens de la réaction, pour parler de ces associations qui faisaient... Elles sont réactionnaires, clairement. Alors voilà, moi j'aimerais comprendre ce que vous entendez par réactionnaire, parce que aujourd'hui, pour ce qui concerne la liberté d'expression, dans 99% des cas, on va dire ce sont soit des médias qu'on peut très facilement classer à gauche,
soit des associations qu'on peut très facilement classer à gauche, qui intentent des procès, qui lancent des cabales de chasse aux sorcières. Pour prendre le cas de Béné Burkel, vous l'avez dit vous-même, ça a été lancé par des gens dans le monde, je pense qu'on ne peut pas trop le classer à droite, relayé après dans Les Inrecuptibles, et c'était la même chose d'ailleurs pour l'affaire Renaud Camus par exemple. Et puis ensuite, il s'est fait poursuivre par un ministre, certes, de droite. Bon, mais globalement, les associations antiracistes sont plus de gauche que de droite. Oui, mais il ne faut pas confondre. Je tenais ce propos à un autre sujet. Là, je comprends tout à fait votre question, vous avez raison. La lutte antiraciste, elle n'est pas franchement de droite, ni forcément que de gauche d'ailleurs, mais je parlais des actions réactionnaires au nom de la protection de l'enfance et au nom de valeurs morales. Je ne parlais pas de ce problème spécifique du racisme et de l'antisémitisme. Et là, les associations qui agissent sont clairement des associations réactionnaires. Le promouvoir défend la culture française, enfin, et elle est dirigée par un type qui s'est présenté sur les listes de Maigret, donc c'est clairement identifié. L'association La Mouette, qui est soi-disant une association neutre qui défend les enfants, et qui est régulièrement reçue par nos plus hautes instances, a fait une croisade anti-Pax très marquée. Rapport entre l'enfance maltraitée et le Pax, pas tout à fait évident, mais enfin, en tout cas, ça classe l'association dans l'échiquier politique. Donc, de fait, ces associations-là, qui sont actives, sont souvent à droite. Cela dit, là où on a... c'est pas du tout, la censure, c'est pas du tout un truc de droite exclusivement. Dans les derniers mois d'activité de l'Observatoire, on a eu à se battre contre un président de conseil général socialiste, Christian Manable, qui avait interdit une exposition de dessinateurs, illustrateurs pour enfants, qui avaient là fait des illustrations pour adultes, qu'il a traité de pornographique, pédophile, misogyne, etc., et qui a interdit l'exposition. Alors que ça a sidéré absolument tout le monde, parce que d'abord, il paraît que c'est un très bon président de conseil général, que deuxièmement, personne ne lui savait ses poussées de moralisme aigu, et que troisièmement, les dessins en question, franchement, ne feraient pas de mal à une mouche, et d'ailleurs, ils ont été exposés à l'ordre des avocats du barreau d'Amiens, peu de temps après, mais dans un lieu privé. Et donc, les poussées d'urticaire, qui sont probablement dues comme ça à des effets de vague de l'affaire présumée innocent, on les retrouve chez les élus de gauche comme chez les élus de droite, et pour être encore plus précise, les articles 227, 23 et 24 ont été votés en 1994 comme un seul homme par la droite et par la gauche, et les plus virulents défenseurs de ces dispositifs, c'était la gauche socialiste de l'époque. Donc voilà, et la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire bouger les lois en disant il y en a peut-être un petit peu marre de cette protection, de cette soi-disant protection de l'enfance qui en fait permet de réguler l'espace du visible des adultes, car c'est bien le but, on se heurte à une porte à droite comme à gauche, donc avec aucune écoute. Voilà, merci de m'avoir posé cette question, ça me permet de préciser. Mais vous n'avez pas complètement répondu, si je peux me permettre, c'est-à-dire que... Je ne peux pas répondre sur la liberté d'expression en général, c'est pas le sujet. Michel Fontard. Je vais prendre le micro. Il marche? Non. Le bouton rouge. Oui, ça Ouais. s'allume. C'est bon, ça dit. Ah. Désolé. Ça va marcher. Ah ouais, ça marche. Je voudrais qu'on aborde la question de la protection de la vie privée, de l'atteinte à la vie privée, mais faisons un petit jeu de rôle. Je suis Claude Lanzmann, vous êtes Madame Tricoire. Je viens vous consulter parce qu'un roman vient de paraître il y a quelques semaines où je suis représenté de façon tout à fait reconnaissable comme un amant extraordinaire, mais aussi une sorte de monstre. Ce roman s'appelle La dernière femme de ma vie, La dernière femme de sa vie, pardon. Et je vous demande que puis-je faire pour éviter que ce livre soit lu?
toujours très difficile d'éviter que les livres soient lus parce qu'avant qu'ils ne fassent l'objet d'une procédure, du temps se passe et généralement c'est ce temps-là qui est le meilleur temps pour les vendre, les livres. Je ne suis pas sûre que je vous défendrai. Je vous le dis honnêtement. Sans citer les noms, je vais parler d'une affaire qui nous avait occupés il y a quelques années, où un très grand militant de la cause homosexuelle et de la protection des homosexuels contre la maladie, etc., s'était retrouvé avec son nom de famille dans un roman d'un activiste revendiquant le sexe sans protection et la contamination de l'autre. Et il était présenté lui-même comme ayant ce genre de pratique alors qu'il a passé son temps à prôner la protection et le port de la capuche, pour être très explicite. Donc il était désigné sous son nom et évidemment sous des propos qui étaient à la fois attentatoires à la vie privée, puisqu'il s'agissait de sa sexualité, et totalement diffamatoires. Puisque attentatoire, s'il avait voulu agir, je crois que je l'aurais défendu avec plaisir, mais toutes ces affaires sont d'une folle ambiguïté. En l'occurrence, il était désigné par son nom de famille, je ne sais pas si c'est le cas de votre roman. Non. Alors c'est très différent. Il y a une décision de la Cour de cassation dans ce domaine-là à propos d'un village dans lequel il y a eu des exactions pendant des années et des années, peu importe, un petit village de Bretagne. Et une dame s'est plainte parce qu'elle se retrouvait dépeinte sous les traits d'une prostituée, qu'elle n'était pas. Et elle n'était pas citée sous son vrai nom, mais elle disait qu'elle était reconnaissable. Ces affaires sont toujours d'une extraordinaire ambiguïté, parce que ce sont les gens qui se désignent eux-mêmes comme étant reconnaissables, et qui s'exposent au fait d'être reconnus par tous, et qui en tirent un argument très bizarre, qui est de l'ordre de peut-être parfois aussi de l'argument publicitaire. Donc le conseil... différence entre Lanzmann et votre... Dans le Non, cas de bien sûr. Lanzmann, il a été identifié par la presse. Il a été... Lanzmann a été identifié, la clé a été... La clé a été trouvée. La clé a été dans la trouvée. presse, oui, dans les Alors, médias. la question qu'il faut se poser dans ce cas-là, c'est quel est le préjudice qu'il subit du fait de ne pas agir et quel est le préjudice qu'il subirait du fait d'agir. Et je crois que il n'y a pas photo, hein. Il vaut mieux pas Je suis agir. entièrement d'accord avec vous. Il vaut mieux pas agir. Et ce que je voulais juste dire, vous Mais, ajouter... Pardon, je voudrais juste conclure sur la décision de la Cour de cassation parce qu'elle est calamiteuse. Elle dit de façon très générale et explicite qu'on ne peut pas dans la fiction transformer un personnage réel. Et là, je vais vous retrouver Ah oui, ça, c'est sa motivation. Elle est très ennuyeuse parce qu'elle est réutilisée et qu'elle est d'une portée tout à fait générale. Alors c'est dans l'affaire Besson. Allez-y, posez-moi votre question, je vais vous retrouver le passage. Oui, c'est à propos, en feuilletant votre livre que je vais lire, j'ai vu que vous préconisiez, pour le cas justement Lanzmann, Yannick Enel, que Gallimard publie le dossier, c'est une très bonne idée, Merci. que Gallimard sans doute ne suivra pas, mais c'est en effet, d'ailleurs ça répond à la question que tu soulevais, comment publier le texte de La Rochelle, c'est comment publier aussi Bagatelle pour un massacre, il y a eu tout ce Mais je prétends quand même que les annotations ne serviront à rien quant à la nuisance du texte. Oui, on est d'accord là-dessus. Tu vois ce que Godard a répondu, Henri Godard a répondu, qu'il a une édition prête. Il est antisémite, Godard. Mais là, c'est Lucette, comment s'appelle-t-il enfin, la femme de Céline, qui probablement interdit la reprise. Dès qu'elle sera morte, on ne sait pas ce que fera M. Gibault, hein, qui sera L'exécuteur testamentaire. l'ayant droit. Vraisemblablement, il fera la même chose que Lucette
comment s'appelle Céline Julie Ferdinand. Des touches. Oui, des touches, pardon. Lucette des touches. Voilà. C'est un problème insoluble. Je vois très bien la pertinence de ton argumentation, c'est que ces textes sont ensuite balancés sur Internet et ont des effets incontrôlables. Il est absurde de nier dans l'œuvre de Céline ces moments-là, parce que littéralement c'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, il devient très mauvais, c'est mon opinion. Hein, Mais ça, là, tu as un argument hyper élitiste, tu vois. Je pense que les gens sont capables de trouver qu'il est très mauvais dans ces cas-là. Eux, ils sont hors d'atteinte de la nuisance, tu vois, c'est ça. Et, enfin, je vais peut-être dire des choses monstrueuses pour une avocate, mais si la loi a raison quelquefois d'emprisonner quelqu'un parce qu'il est dangereux, je ne vois pas pourquoi la loi ne serait pas en droit d'emprisonner des textes qui sont dangereux. Voilà. Oui, Mein Kampf est disponible. Oui, ben c'est dommage. Mais la LICRA elle-même militait pour qu'on diffuse Mein Kampf le plus largement possible. Oui, c'est un cas. Là, c'est une autre discussion. Hein. C'est une autre discussion. C'est pour savoir qui était Hitler et pour savoir que c'était un Oui, vrai danger. bien sûr. Donc vous ne pouvez pas enfermer la vérité. Ben écoutez, La vérité historique. vous pouvez peut-être imaginer des situations dans lesquelles vous seriez victime de quelque chose qui n'a pas été enfermé. Hein. Vous, personnellement, c'est comme ça que vous pensez. Je pense comme ça. Alors, il y avait des Non, mais attendus, du coup, je l'ai pas pris, pardon, c'est dans le livre. Enfin, l'attendu général est cité dans le... Peut-être quelques questions, il nous reste quelques minutes, et puis Oui, Jean-Baptiste Amélie. D'abord, merci pour ces réflexions. J'étais très intéressé par le concept de liberté de création, effectivement, par rapport à la liberté d'expression, puisque dans ce domaine, il y a toujours des problèmes. Et de cette manière, c'est une solution que de distinguer cette liberté de création, mais une solution dans le domaine de la censure amène de nouveaux problèmes. Et vous avez en fait défini la création essentiellement comme fiction. Or, la création n'est pas que de la fiction, il peut y avoir des mauvaises fictions, puisque vous citez Genette, il dit très bien la fiction et la fiction, et puis la création c'est aussi le style. Et à ce moment-là, la question qui se pose, est-ce qu'une œuvre qui n'est pas une fiction, qui est écrite avec style, rentre dans ce concept de création? Oui, bien sûr. Je pose par exemple pour Céline, précisément. Mais, alors, on ne pourra pas défendre Bagatelle pour un massacre sous l'angle de la fiction, bien évidemment. Je me suis posé la question à partir du cas particulier, parce que la question est tellement vaste. Que faire de l'art engagé, que faire de l'art documentaire, enfin, tout ça, ça mériterait des livres à soi seul et des réflexions. Voilà, c'est compliqué. C'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas y penser. Non, je suis bien d'accord. je suis bien d'accord. Donc je vais donner quelques exemples d'endroits où on s'est posé la question concrètement. Qu'est-ce qu'on fait avec une chanson d'un type qui s'appelle Orelsan, qui est un rappeur, et qui fait une chanson qui s'appelle Celle pute, dans laquelle le chanteur dit à sa copine qui va l'attacher au radiateur en lui chantant Tostaki, qui va la taper, la cogner, la battre, etc., parce qu'elle l'a quitté. Bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans. Ça a fait un tollé, cette chanson. Et la question était, quelle est la nature de ce texte? Est-ce que c'est un texte direct, qui s'exprime directement, ou est-ce que c'est une fiction, justement? Et la réponse est beaucoup moins évidente quand vous avez non pas une chanson qui circule sur Internet avec une vidéo, une mise en scène, etc., mais un texte. Et les associations féministes, enfin, j'imagine que je suis militante dans une association féministe, je reçois ce texte par Internet, et j'ai envie de lui casser la figure, ce type-là. Hein, à la Ligue des droits de l'homme, on a un groupe qui travaille sur la question du droit des femmes. On n'était pas d'accord avec. On a eu des discussions sur c'est une affaire qui a traversé tous les organismes qui réfléchissent, enfin les partis, etc. Enfin, ça a été voilà. Et la solution, je trouve la plus sage. Alors, on a à partir de cette ambiguïté du texte, est-ce qu'il le pense, est-ce qu'il le dit, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, etc. Quelle est la nature de ce texte? La polémique est allée tellement loin que de toute façon,
c'est allé bien au-delà, puisqu'on a privé ce type d'un certain nombre de représentations de ce spectacle où il s'était engagé à ne pas chanter la chanson. Donc on l'a privé de sa liberté d'expression en général, à titre punitif, de façon, à mes yeux, parfaitement injustifiée. Et c'est arrivé aussi pour un... Bon, mais c'est comme ça. Maintenant, j'ai essayé de réfléchir à la question de l'art engagé, en disant qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et on ne peut pas non plus montrer comme art engagé... Enfin, j'ai pris la question à l'inverse, par exemple, à propos de l'exposition Zucca. Vous vous souvenez de ce photographe dont les photographies ont été montrées à la BHVP. Alors, il avait des pellicules couleurs qui lui étaient données par Kodak parce que c'était un photographe collabo, qui travaillait pour Signal. Et la BHVP, il y a 2 ans ou 3 ans, montre les photos de Zucca dans un parcours touristique de Paris sous l'occupation. C'est un truc, il fallait y penser quand même. Hein. Et quand même sacrément réactionnaire pour concevoir une telle exposition. D'ailleurs, le commissaire de l'exposition a été lourdé après l'exposition. Donc là, ça pose la question à l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des images de propagande qui acquièrent le statut artistique au travers d'une monstration et une espèce de pseudo-neutralité qui les détache complètement de leur contexte de production. Donc est-ce qu'on peut faire ça avec des images, en plus sur cette période-là? Il y avait des images de gens portant l'étoile juive sur la... Alors c'était un Paris très ensoleillé, où tout le monde était vachement content d'être là ensemble, c'était une grande fête, Paris, enfin, c'était immonde, enfin, voilà, y compris dans l'absence d'explications qui étaient données au public. Et alors, on a dit à la ville de Paris, bon ça va pas du tout, il faut revoir la copie, donc ils ont refait les cartels. Donc Azéma a retravaillé il avait travaillé au catalogue, il a retravaillé, il a fait des cartels, etc. Mais on n'a rien touché au parcours touristique sous Paris occupé. Ce qui donne quoi? Ce qui donne que la différence entre les cahiers, vous savez, les notes que prennent les spectateurs, que laissent les spectateurs dans les cahiers mis à leur disposition, il n'y a pas de différence entre avant et après changer les cartels. Et c'était toujours beaucoup de commentaires du genre « Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des photos de cette époque, quelles belles images !» Enfin, truc qui fait peur, quoi. Et donc, on a voulu, autour de ça, organiser des débats qu'on a fait avec la ville de Paris, où on s'est sérieusement empoigné, notamment avec la veuve Zucca. Tout ce qu'on a pu faire autour, et là je rejoins l'observation que vous faisiez tout à l'heure, en disant quand on publie une œuvre problématique et qu'on met un appareil autour, l'appareil ne suffit pas toujours, ben oui, les gens regardent les images, ils lisent pas les textes, de façon majoritaire, hélas. Et ils viennent pas au débat de façon majoritaire, ils vont voir les images. Donc ce qui marque, c'est ça, c'est la propagande qui fonctionne toujours. Mais quand même, ces questions, est-ce que le style mais oui, bien sûr. Oui. Suffit à lever la question de... Le style fait art, le style fait œuvre, il fait pas forcément fiction, mais en tout cas pour le droit d'auteur, par exemple, l'originalité suffit à dire qu'on est face à une œuvre. Donc là encore... si je dis très bien, avec un style éblouissant, la nécessité d'exterminer les musulmans, ça va? Non, ça va pas. Donc la création ne peut pas sanctuariser. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. De toute façon, c'est une question qui est complètement en mouvement. Enfin, autant même le critère de fiction peut exploser si on arrive à démontrer que, mais il faut des arguments, ce qui n'était pas le cas pour Béni Burkel. On peut très bien avoir un pamphlet antisémite qui se donne l'apparence du roman, bien sûr qu'on peut. Mais alors c'est marrant parce que c'est le genre d'objection qui nous est ou qui m'est opposé depuis un certain nombre d'années, sauf que ce cas-là, je ne l'ai jamais vu encore. Donc vous voyez, il me semble que c'est très théorique. Il me semble que les gens assument plutôt bien le registre dans lequel ils s'expriment aujourd'hui, peu ou prou. Quand ils font un acte journalistique, ils le disent. Quand ils font un acte politique, ils le disent. Et quand ils font un roman, ils le disent. Je n'ai pas... évidemment, ça reste une question théorique passionnante qu'il faut résoudre. Mais dans la pratique, j'ai pas encore vu de cas de ce type. Dans le cas de la chanson, c'est un peu différent. Parce que là, la chanson ne raconte pas une histoire. Si. Et justement, cette chanson-là racontait une histoire qui n'était pas du tout...
C'est une fiction. Histoire banale, par ailleurs. Alors, dont il y a une inspiration biographique, hein, autobiographique, mais enfin, comme souvent dans les œuvres. Hein, c'est là qu'on est gêné. J'avais une question à vous poser qui nous concerne, nous, généticiens des textes. Est-ce que dans la loi, dans l'utilisation des pièces que les juges, les avocats sont amenés à produire pour essayer de convaincre, des documents relatifs à la création elle-même, c'est-à-dire à la genèse de l'œuvre, sont utilisés, et qu'est-ce qu'on donne comme place à l'évaluation des intentions de l'auteur, de l'écrivain, à travers des preuves. Par exemple, si je peux prouver à travers les manuscrits que cette mise en scène d'un personnage antisémite est faite précisément pour le dénoncer, ça devrait pouvoir aider le débat. Bien sûr, mais enfin, c'est pas l'auteur qui va donner ces preuves-là, donc en général, elles ne nous arrivent jamais. Là encore, c'est une question théorique, parce qu'il faudrait cambrioler l'appartement de l'auteur pour avoir accès à ces éléments-là. En revanche, sur l'intention, l'intention de l'auteur, elle est recherchée par les juges. Et on voit bien la difficulté qu'ils ont à la qualifier, c'est-à-dire comment, puisque pour commettre un délit pénal, il faut avoir l'intention de le commettre et la conscience de le commettre. Donc ça rend. C'est pour ça que finalement, globalement, il y a plutôt des décisions de relax, parce qu'on n'arrive pas à coincer les auteurs. Donc peut-être arrêter d'essayer de les coincer sur un certain nombre de sujets. Ça. Mais le résultat de cette très grande difficulté de démontrer l'intention de l'auteur, c'est effectivement peu d'action, et tant mieux, et plutôt dans le sens de la liberté. Moi j'ai une dernière question peut-être, mais c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça me paraît très important, parce que je vais vous donner un exemple. Il va sortir là bientôt une fiction sur Édouard Drummond. Bon. Et très clairement, dans cette fiction, Édouard Drummond parle, et il dit ce qu'il pense. Or, chacun sait ici, je pense, ce qu'il pensait. Donc, on a des propos qu'on connaît. Est-ce que pour autant, il faut attaquer cette fiction? Parce qu'en l'occurrence, elle dépeint un personnage... Qu'est-ce qui publie ça? C'est un film, mais il y a très peu de chances que le producteur qui est chargé de ce film puisse être convaincu d'antisémitisme. Il est askénaze. Oui, c'est Jacques Hirschner, un grand producteur français qui est bien connu. Donc il faut être caché, c'est ça ce que vous me dites? Non, enfin, je veux dire, faut c'est bien sérieux. Non, mais je crois que là, vous avez le mauvais esprit, franchement. Excusez-moi. Mais moi, je ne répondrai pas de la même façon. Attendez. Je ne répondrai pas de la même façon. Moi, je trouve que cette question, elle est intéressante, parce que si on ne peut plus, au nom d'un politiquement correct étouffant, dire ce qu'est le racisme et l'antisémitisme, ça devient un vrai problème. Ce qui est interdit, c'est l'encouragement à la haine antisémite. Et donc on peut tout à fait faire la distinction entre l'exposition d'un personnage historique qui tient des propos qu'il tient, mais alors effectivement, encore faut-il que la fiction permette de mettre à distance ses propos et donne un avis moral sur ses propos. Et là, on a d'une certaine façon, notre appareil juridique impose, enfin moral ou en tout cas éthique, impose une règle de conduite aux réalisateurs et aux producteurs par rapport à l'exposition de ses propos. Mais si on n'accepte pas ça, on ne peut plus rien dire. Donc, il est utile de savoir que nous avons eu un certain nombre d'hommes politiques, de penseurs, etc., qui ont tenu des propos absolument inadmissibles. Mais d'une certaine façon, c'est la question que vous posiez tout à l'heure, on pourra toujours prendre des extraits du film et en faire autre chose, et les transformer en outils de haine et de propagande. Mais tout objet rendu public encourt ce risque-là. On ne peut pas se protéger, il n'y a pas de risque zéro, quoi. Mais la question, c'était quoi? Est-ce qu'on peut autoriser? Est-ce qu'il faut poursuivre ou autoriser? Ah non, moi mais ça dépend complètement. J'ai pas vu le film. Si faut c'est un film de propagande, moi j'en sais rien, je connais pas les conditions. C'est un film de propagande pro-Drummond. Il y a de fortes chances pour que je me constitue partie civile pour la Ligue des droits de l'homme, pour être très clair. Eh bien oui, bien sûr que c'est moi qui vais juger. Mais évidemment, et vous renvoyez, mais évidemment, mais juger c'est pas mal.
Hein. Le problème, c'est d'essayer d'avoir conscience de sa propre subjectivité, d'utiliser des outils qui permettent de mettre nos impulsions à distance, notre subjectivité, notre émotion à distance, et de rester dans la raison. Ça renvoie au pouvoir des associations à leur Mais légitimité. le pouvoir des associations, arrêtez, on porte plainte et Ça c'est renvoie à reçu, c'est cette pas question. reçu. Je dis pas, c'est pas une critique, ne le prenez pas personnellement. Je dis que ça renvoie. Il n'y a pas de au pouvoir des Il n'y a associations. pas de pouvoir. Non, il n'y a pas de pouvoir des associations, elles ne font que des demandes au juge et c'est le juge qui a le pouvoir. Le pouvoir judiciaire, c'est le juge qui l'a, c'est pas les associations. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que j'ai l'impression que vous pouvez restreindre l'accès des gens, que ce soit au niveau artistique ou au niveau de l'information, donc à ce que j'ai l'impression, tout ce qui vous déplaît ou bien tout ce Je ne crois pas que vous m'ayez très bien compris. Et alors, j'espère vraiment dans ce cas-là que les gens au moins sont capables de voter correctement. Je ne sais pas dans Parce quel que ordre. s'ils ne sont pas capables de juger ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent, je ne vois pas comment ils peuvent faire le choix politique et voter. J'ai l'impression que vous réduisez vos concitoyens au statut d'enfant, en fait. Bien. Alors je ne sais pas dans quel article, dans quel média vous allez rapporter cette discussion, mais je suis fort inquiète du compte rendu que vous allez en faire, cher C'est monsieur. ce que vous avez dit. Mais c'est un vrai contresens. C'est une critique que je vous fais, quand même. Bon, comme il ne s'agit pas vraiment d'une question, il n'y a pas d'autres questions? Alors, écoutez, je remercie beaucoup Agnès Ricard pour cette exploration qui est ouverte, évidemment, sur l'histoire et sur le droit. Peut-être on aura l'occasion d'ailleurs de façon plus serrée de se revoir pour une discussion avec les littéraires, notamment sur l'articulation. Qu'est-ce qui fait fiction et qu'est-ce qui distingue fiction de non-fiction? Ça serait vraiment une chose très intéressante qui est beaucoup travaillée par nos collègues et qui pourrait, dans son interface juridique, devenir passionnante. Avec grand plaisir. C'est sur la passionnante question des ayants droit des œuvres. Oui. Merci beaucoup. Merci.